Ludendorff ne propose qu'une parade. Il faut vaincre, vite. Mettre l'Angleterre à genoux, avec ce qu'il appelle la guerre sous-marine à outrance. Une décision qui va peser sur l'histoire. Une centaine de sous-marins allemands vont attaquer tous les bateaux de commerce, y compris les neutres, au mépris des lois internationales. Le chancelier allemand Bethmann Hollweg craint une réaction américaine. Il dit « c'en est fait de l'Allemagne ». Les Unterseeboot, en abrégé U-boat, les sous-marins allemands, reçoivent l'ordre de préparer leurs torpilles pour les lancer sur tous les bateaux qui ravitaillent l'Angleterre, y compris les navires américains. Les amiraux allemands calculent que si leurs sous-marins coulent chaque mois 500 000 tonnes de navires, en 6 mois, l'Angleterre capitulera, alors que les Américains, s'ils entrent en guerre, ne seront prêts que dans 1 an. La première bataille de l'Atlantique va commencer. Les commandants de ces submersibles deviennent les nouveaux héros de l'Allemagne, comme ce descendant d'immigrés français, devenu un parfait Prussien, Lothar von Arnaud de la Perrière. Un film à sa gloire est tourné à bord de son sous-marin, le U-35. Il montre à la caméra sa satisfaction en prenant le célèbre registre de la Lloyd's, la compagnie d'assurance maritime britannique, un annuaire où figurent tous les bateaux du monde, et il raye sa dernière victime. Lothar von Arnaud de la Perrière coule 200 navires. Plus de 500 000 tonnes. Un record. Il écrit « J'aurais préféré affronter l'ennemi dans de vraies batailles navales plutôt que ces exécutions de bateaux désarmés. Mais nous nous assurions que les équipages soient dans des canots de sauvetage. Nous leur indiquions la direction du port le plus proche et nous achevions leur bateau au canon. En réalité, ces sous-mariniers allemands qui fêtent leur victoire ne se préoccupent que rarement du destin des naufragés. Le plus souvent tapis sous la mer, les sous-marins ne laissent aucune chance aux équipages des navires de commerce. Arnaud de la Perrière n'a pas non plus laissé de chance aux 1700 soldats français du transport de troupes Gallia, qu'il a coulé sans pitié. La guerre sous-marine à outrance va confirmer les pires craintes du chancelier allemand. Le 19 mars 1917, 3 navires marchands américains sont coulés dans l'Atlantique. C'est exactement ce qu'attend le président américain, Woodrow Wilson. Il a besoin d'un prétexte fort pour faire intervenir l'Amérique, parce que Wilson ne peut plus être pacifiste. Pour lui, la France est le pays des droits de l'homme. Ils sont menacés, et avec eux, la démocratie. Il dit « L'Amérique doit donner son sang pour les principes qui l'ont fait naître. » Ce n'est pas seulement au nom de ces principes qu'il veut aider les Français et les Britanniques. Il leur a prêté 2 milliards de dollars de l'époque. Cette énorme dette ne sera jamais remboursée si l'Allemagne, avec ses sous-marins, gagne la guerre. Wilson a aussi profité de la neutralité. Après une longue crise économique, le conflit européen
a ramené la prospérité aux États-Unis grâce aux exportations de conserves, de coton, d'explosifs et de minerais pour l'industrie de guerre. L'Amérique est devenue puissante. Wilson veut qu'elle joue un rôle important dans le monde qui va émerger de la guerre. Mais Wilson, pour sa réélection, avait promis aux 6 millions d'électeurs d'origine allemande de garder la neutralité. Et la presse américaine reste isolationniste, opposée à toute intervention militaire. Comment Wilson va-t-il faire basculer l'opinion publique en faveur de la guerre? Après le choc des torpillages, une nouvelle affaire éclate opportunément. Au Mexique, la cavalerie américaine était intervenue l'année précédente, après des sabotages à la frontière. Les Américains soupçonnent des Mexicains d'être financés par les Allemands pour créer du désordre. Les services secrets britanniques interceptent un télégramme allemand promettant aux Mexicains de leur donner, en cas de victoire, rien moins que les États du Texas et de l'Arizona. Ce télégramme, transmis à Wilson, lui permet de retourner son opinion et de convaincre le Congrès de voter la guerre à l'Allemagne, le 6 avril 1917. Les États-Unis rejoignent l'Empire britannique, du Canada à l'Australie, la France et ses colonies, la Russie, l'Italie, la Belgique, la Serbie, la Grèce, le Portugal et le Japon, dans leur lutte contre l'Allemagne et ses alliés. La guerre devient vraiment mondiale.